Bull market de PALIA et macroéconomie sous pression. Alors qu'on est toujours dans un shutdown historique qui devrait se terminer le 13 novembre, l'image, elle, est paradoxale. Du côté des marchés, l'intelligence artificielle continue de tracter les indices à la hausse avec Nvidia qui pèse pour près de 9% du SP500 et en parallèle, le moral des ménages tombe à 50,3 points, un des pires niveaux historiques. Et pour ajouter la petite cerise sur son gâteau, dans toute cette incertitude, les investisseurs se ruent vers l'or. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est l'état de la macroéconomie pour se faire une idée générale et essayer de savoir comment on pourrait bien se positionner en cette fin de shutdown. Avant de poursuivre, je tiens juste à vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais uniquement une vidéo à but éducatif. Alors faites toujours vos propres recherches, c'est très important. Mais si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous êtes nouveau, ça me fera très plaisir. Allez, c'est parti, on rentre maintenant dans le vif du sujet. L'intelligence artificielle est le moteur de ce marché, mais attention à une concentration extrême. Nvidia, accrochez-vous, pèse pour près de 9% du SP500 et plus précisément 8,5%. C'est tout simplement du jamais vu et en plus, accrochez-vous bien, 76% des clients d'Evercore, qui est une institution financière, parient que le prochain move sera de 10% à la hausse. Et en plus de ça, la part des actions dans le patrimoine financier des ménages américains, il est proche des sommets. Ou même, pardon, je dois dire, il est sur les sommets. On enchaîne avec UBS qui projette même un S&P 500 à 7500 points en 2026. Tout ça bien évidemment tiré par les bénéfices de la technologie. Le message d'UBS il est clair, tant que les bénéfices par action tiennent et que l'IA investit massivement, la pente reste ascendante. Mais attention tout de même, la concentration accroît le risque de choc si le narratif intelligence artificielle se fissure. Regardez bien ici, dans une enquête faite par Evercore, la part des personnes qui pensent que le prochain move sera de 10% du SP500 vers le haut, elle est actuellement d'environ 76% comme je vous le disais. On n'a pas vu ces niveaux depuis avril 2018, c'est fou. Le momentum, il est incroyablement fort sur les actions. On enchaîne sur cette image avec le poids de Nvidia dans le SP500. Regardez bien, Nvidia est ici, elle pèse plus que le secteur de l'industrie, des consumer staples, donc c'est les biens achetés au quotidien par les consommateurs, plus que l'énergie, plus que les utilities, donc les utilités, et plus que l'immobilier, et également plus que le secteur des matériaux. Regardez également la part de Nvidia dans le secteur de l'information et de la technologie. On est sur une part, comme je vous le disais, de 8,5%. Donc clairement, Nvidia, c'est pas une boîte comme toutes les autres. Au final, Nvidia, c'est le marché. On continue avec cette image qui nous montre que les top 10 US companies, donc les 10 plus grandes entreprises américaines, elles dominent le monde des actions. Je vous ai souligné les barres les plus intéressantes. On a le top 10 US, top 5 US, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla. Si on observe Nvidia, ça vaut plus que le PIB du Japon ou encore de l'Inde. C'est hallucinant. Regardez aussi comme les 5 plus grosses entreprises américaines valent plus que les 50 plus grosses de l'Europe. Et à elles seules, ces 5 plus grosses entreprises, elles valent plus que le PIB également de l'Allemagne. Encore une fois, cette image nous montre bien la concentration actuelle dans les plus grosses entreprises américaines. On continue avec cette image qui représente la valeur médiane des investissements en actions par les consommateurs. Tout d'abord, ces deux zones grises, elles représentent les deux récessions qu'on a eues. Donc ici, c'est la crise des subprimes. Et ici, c'est le Covid. Pour ceux qui ne connaissent pas la médiane, c'est assez simple. 50% ont plus que la médiane et 50% ont moins que la médiane. Actuellement, si on regarde la valeur médiane, elle se situe à 300 000 $. Donc tout simplement, 50% des consommateurs ont plus que 300 000 $ investis dans les actions et 50% ont moins que 300 000 $. Et le fait qu'on soit sur un sommet historique, ça nous montre que les consommateurs sont globalement beaucoup investis sur les actions. Et posez-vous la bonne question, s'il y a beaucoup de consommateurs investis, c'est peut-être qu'il y a une bulle, parce que pas tout le monde peut gagner. L'important, c'est qu'avec tous ces éléments que je vous donne, vous puissiez vous faire une image. Il n'y a pas de vrai ou faux, mais il y a quand même une tendance générale. Regardez ici, on a l'allocation des actifs dans les ménages américains. Si on regarde à l'heure actuelle, les ménages américains ont 14% de dette, donc sous forme d'obligations, 15% de leurs actifs est sous forme de cash et 52% sous forme d'actions. Encore une fois, on est sur un sommet. Les gens détiennent beaucoup d'actions. Et c'est une nouvelle preuve en plus qui montre que les gens sont all-in sur les actions. Ici, vous avez un petit récap des chiffres clés que je vous ai énoncés. Et le point clé, l'exposition des actions des ménages est proche des records, mais on l'a vu au fait, elle est sur des records, signalant un positionnement agressif qui amplifie les risques de correction. Première slide, oui, les actions montent, mais attention à la manière dans laquelle elles montent. On aborde maintenant la politique avec la fin du shutdown, des chèques
et des tarifs. Alors oui, le Sénat a voté un texte pour mettre fin au plus long shutdown de l'histoire américaine. Cependant, il doit encore franchir la Chambre puis la signature de Donald Trump. En parallèle, la Maison-Blanche, elle a annoncé quoi? Un concept de tarif dividende de 2000 $ par adulte non aisé. Attention, c'est politique mais pas législatif, donc on peut résumer ça comme une idée. Les points que je voulais aborder avec vous en commençant par la dette nationale des États-Unis qui se situe à 38 000 milliards de dollars. Regardez bien ce qu'il est arrivé à chaque fois qu'on a eu un stimulus par le passé. Le premier qu'on pourra noter ici au début du premier quart de 2020, regardez la dette, elle a explosé. Puis le deuxième, environ à mi-2020, qu'est-ce que ça a fait? De nouveau, la dette a explosé juste après. Troisième stimulus, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Boum, ça a explosé. Et ce troisième stimulus, il était vers 2022. En suivant le schéma de ce qui s'est déjà passé, on peut facilement penser que la dette, elle va à nouveau exploser avec ce Trump Tariff Dividend. Pour ceux qui l'auraient peut-être pas compris, à partir des gains massifs dus au tarif, Donald Trump, il veut donner 2000 $ aux personnes non aisées. Mais bref, avec cette nouvelle idée, on peut facilement penser que la dette américaine va à nouveau exploser. Deuxième image, elle nous montre ce que les stimulus ont provoqué au niveau de l'inflation. Première chose, ici, la pandémie, donc du Covid, elle a commencé, ce qui a fait chuter le CPI, le Consumer Price Index, ou alors indice des prix à la consommation. C'est tout simplement un panier de ce que le consommateur le plus random achète au quotidien. Et on prend ce panier et on regarde mois après mois ou année après année comment il a évolué en fonction du prix. Donc forcément, plus le panier il augmente en prix, plus il y a de l'inflation et vice versa. Bref, vous voyez ici à chaque fois on a eu des stimulus. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau du CPI? Il a explosé pour atteindre ici proche des 10%. 10% qui était le plus haut depuis 1980 en tout cas aux États-Unis. Bon, maintenant à nouveau la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant si on introduit ces tarifs dividendes de Trump? On va introduire un nouveau stimulus et qu'est-ce qui pourrait se passer sur le CPI? Il pourrait tout simplement repartir à la hausse. Encore une fois, c'est une simple idée politique, ce n'est pas pour le moment acté, mais si ça venait à entrer en vigueur, voilà ce qui pourrait se passer. Nouvelle image, la dette US qui a augmenté de 10 000 milliards de dollars en seulement 5 ans. Regardez, on est de 2021 à 2025, on est passé de 28 000 milliards de dollars à presque 38 000 milliards de dollars. Et le plus phénoménal, c'est l'augmentation récente qu'on a eue. On est passé de presque 36 000 milliards de dollars à 38 000 milliards de dollars en simplement une année. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'augmentation de la dette américaine, ça peut être un réel problème. Et il ne faut pas que ça passe comme une lettre à la poste. On ne peut pas augmenter de la dette comme ça jusqu'à l'infini et se dire « Ok, tranquille, on verra bien ce qui se passe dans le futur ». Ça pourrait réellement être le prochain choc systémique économique. Sur cette image, vous avez les revenus mensuels issus des tarifs américains. Si on regarde pour le mois d'août, ce revenu il a explosé à presque 30 milliards de dollars. Mais maintenant, je veux faire un calcul avec vous. Sachez que si les tarifs dividendes entrent en jeu, il y aurait 220 millions d'Américains qui y auraient droit. Donc faisons le calcul, 220 millions de personnes qui auraient droit à 2000 $. Ça nous donne 440 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce que Donald Trump veut donner aux personnes non aisées, ça représente 10 fois plus que les gains des tarifs. Donc son plan ne tient tout simplement pas la route. Sur cette image, on a le surplus ou déficit du gouvernement américain. Donc on prend d'un côté ses entrées, d'un côté ses sorties d'argent, et on a un surplus s'il gagne plus d'argent qu'il en dépense, ou un déficit s'il dépense plus d'argent qu'il n'en gagne. Bon, on voit très clairement que le gouvernement américain, mois après mois, il est presque tout le temps en déficit. Et si on fait une moyenne, on tombe sur environ 300 000 millions de déficit mensuel. 300 000 millions, ça donne 300 milliards de déficit. Enfin bon, si maintenant on prend le revenu des tarifs US, qui est de 30 milliards, et on le compare au déficit qui est de 300 milliards, on se rend compte que le revenu issu des tarifs, ça ne représente que 10% du déficit américain. Autrement dit, il faudrait 10 fois plus de tarifs pour que le déficit américain soit à zéro. Il ne ferait même pas de gain, il serait à zéro. D'un point de vue purement mathématique, le modèle ne tient pas la route. Il faut que les États-Unis ils trouvent une autre solution. Sur cette image, on a le taux directeur de la Fed. Donc lorsqu'on a eu une pandémie, la Fed a baissé ses taux pour essayer de maintenir l'économie en vie. Forcément, boum, on s'est retrouvé directement à zéro. Ensuite, on a eu une période d'inflation, donc la Fed elle a globalement vraiment monté ses taux d'intérêt. Pour rappel, lorsqu'on monte les taux d'intérêt, on permet à l'économie de ralentir puisque emprunter ça coûte plus d'argent, donc les gens ils empruntent moins et du coup ils consomment moins. Et en 2024 on a eu un début de cycle de baisse de taux d'intérêt, donc les taux ils ont baissé puis ils ont stagné
et en 2025, on a eu une première baisse de taux d'intérêt, c'était en septembre. Bon, maintenant, gros résumé, on a vu que si Trump donne de l'argent comme ça aux personnes non riches, il va faire flamber l'inflation. De l'autre côté, la Fed, elle est en train de baisser les taux d'intérêt, donc elle met de l'huile sur le feu, donc sur l'inflation qui pourrait encore plus repartir à la hausse. On a deux éléments qui, comme conséquence, pourraient faire exploser l'inflation à la hausse. Donc au final, cette idée de Trump, elle est vraiment mauvaise. Il va tout simplement pénaliser les ménages américains avec plus d'inflation. Alors pour résumer, on a une fin de shutdown qui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, devrait arriver ce jeudi 13 novembre. Enfin, c'est selon certaines probabilités et en plus, le Sénat, il a voté pour mettre fin au blocage budgétaire. Donc le texte, il est envoyé à la Chambre pour approbation finale du président. Forcément, à la suite de la fin du shutdown, on va avoir toutes les données macroéconomiques qui vont être publiées d'un coup. On peut s'attendre à beaucoup de volatilité sur les marchés et en plus de ça, on a le TGA, donc le compte du gouvernement américain auprès de la Fed, qui est rempli à bloc puisqu'il n'a pas pu dépenser son argent pendant tout ce temps-là que le gouvernement il était fermé à cause du shutdown. Et donc en fin de shutdown, le gouvernement américain va enfin pouvoir dépenser cet argent, donc on va avoir un transfert de liquidité massif. Deuxième élément qu'on a vu ensemble, le tarif dividend qui pourrait être catastrophique. On a vu les recettes records des tarifs qui se situent à 30 milliards de dollars, en tout cas pour le mois d'août. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que les États-Unis et la Suisse, ils sont en discussion pour avoir 15% de tarifs au lieu de 39% actuels. Et également, mais je ne l'ai pas mentionné ici, les États-Unis sont en discussion avec l'Inde pour baisser les tarifs. Distinction quand même cruciale, il faut distinguer les annonces politiques des mesures réellement votées et promulguées. Le tarif dividende et le bonus de 10 000 dollars promis par Donald Trump à tous les contrôleurs aériens qui voudraient bien travailler en période de shutdown, et bien tout ça, ça reste à ce jour des déclarations et pas des lois. Deuxième slide, on voit que la dette américaine, elle est dans une situation qui est hors de contrôle et on a beaucoup d'incertitudes à ce sujet et également au sujet de l'inflation. Emploi américain, ça se fissure. Sans statistiques officielles, comme je vous le disais, pendant le shutdown, on regarde les proxys. La Fed de Chicago, elle estime que le chômage, il est à 4,36% pour octobre 2025. Ce serait un plus haut depuis 2021. À ça s'ajoute Revelio Labs qui pointe moins 9100 emplois avec des pertes du côté du gouvernement qui sont compensées par des gains dans le secteur de l'éducation et de la santé. Je vous mens pas, hein, vous avez vraiment l'image ici avec les récentes estimations de la Fed de Chicago concernant le chômage américain. Bon, tout d'abord avec les données officielles du BLS, donc du Bureau Labor Statistics. Ici, vous voyez que le chômage, globalement, depuis juillet 2023, il part à la hausse. Et selon les estimations, sachant qu'on était en période de shutdown et qu'il n'y a pas eu de données officielles, les estimations montrent que le chômage est une nouvelle fois en hausse. Ici, on a par Revelio Labs les changements mensuels concernant l'emploi de tout ce qui est non agricole. Bon bah voilà, c'est simple. Au lieu d'avoir une création d'emplois, on a une diminution d'emplois de 9100. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Regardez la pente. Elle est catastrophique. On enchaîne avec les attentes concernant l'embauche sur la prochaine année. En blanc, vous avez les embauches réelles et en jaune, les attentes pour la prochaine année. Regardez, on a la barre des zéros, on voudrait évoluer au-dessus forcément pour qu'il y ait des embauches. Mais à contrario, récemment, on se situe à chaque fois en dessous de zéro, donc de moins en moins d'embauches. Je ne peux pas vous montrer plus d'éléments pour vous prouver que le marché de l'emploi aux États-Unis, il est catastrophique. Mais bon, heureusement, il y a l'intelligence artificielle, alors ça justifie la hausse des actions vers la Lune. Regardez ici la lutte contre la machine ou contre l'intelligence artificielle. Ici, d'un côté, on a les junior employees, donc tous ceux qui sortent de l'université, et ici, on a les employés seniors, donc plutôt ceux qui ont de l'expérience. En orange, vous avez les entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle et en gris clair, celles qui n'adoptent pas l'intelligence artificielle. Si on se concentre récemment pour les junior employees, on voit que dans les deux cas, l'embauche, elle diminue, que ce soit pour les entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle et celles qui ne l'adoptent pas. Par contre, du côté des senior employees, la courbe, elle continue de monter. Donc, on embauche des senior employees, que ce soit dans les entreprises avec IA et dans celles où il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais donc, on a réellement un marché du travail qui se complique pour toutes les personnes qui sortent de l'université. Ceux qui ont de l'expérience, ça va, en tout cas pour le moment. Petit récap ici avec la Fed de Chicago qui montre un taux de chômage à 4,36%.
Revelio Labs qui nous montre que les emplois non agricoles ont chuté de 9100. Les annonces de licenciement, et pour ça je vous renvoie vers des petits contenus que j'ai pu faire sur YouTube, TikTok, etc. Elles sont globalement presque toutes à la hausse. On peut noter Amazon, UPS et plein d'autres entreprises qui licencient des employés. Et puis dernier point qu'on a vu ensemble, les attentes d'embauche, elles sont en baisse. Bon, le marché du travail, c'est pas une surprise et pas un secret, il ralentit. On n'a pas un crash, mais une usure qui s'étend. Les multiples indicateurs, ils convergent vers une détérioration progressive qui pourrait peser sur la consommation dans les trimestres à venir. Parce que oui, l'intelligence artificielle, elle nous permet de faire des choses, elle nous permet d'augmenter la productivité, etc. Mais l'intelligence artificielle, elle ne se rend pas au supermarché pour acheter du papier toilette, ou elle va pas non plus au McDonald's acheter un Big Mac. Donc gardons un œil sur le marché du travail pour le futur. À propos des dettes et des délinquances sur les dettes, le point chaud. Le consommateur, il encaisse et il encaisse durement. Avec la fin des moratoires, le flux de prêts étudiants bascule en plus de 90 jours avec 14,3%. On peut également parler des subprimes auto qui flirtent avec des pics historiques. Et on ajoute à ça le moral des ménages qui lui retombe vers une zone de récession. Toujours pour appuyer ce que j'aborde, je vous montre des images. Ici, c'est la transition des prêts étudiants par âge qui rentrent en sérieuse délinquance à plus de 90 jours. Imaginons que vous ayez des dettes et que vous ayez des intérêts et des remboursements de dettes à faire. Si vous ne les payez pas avec un retard de 90 jours, vous rentrez dans cette catégorie-là. Bon, par âge, on a entre les 40-49, 30-39 ans, 50 ans et plus, 18 ans et 29 ans. Je vous fais pas un dessin, tous ceux qui ne remboursent pas leurs dettes avec un retard de 90 jours, ils explosent. On a de plus en plus de gens, regardez pour ceux qui ont 50 ans et plus, le taux atteint presque les 21%. Une personne sur 5 qui a plus de 50 ans et qui a un crédit étudiant est en retard de 90 jours et plus sur ses remboursements. Et puis les autres, ils sont pas bien loin, hein, entre 15 et 9%. Enfin bon, vous voyez que les gens, ils sont endettés et qu'ils n'arrivent pas à rembourser les dettes. Deuxième image au sujet des nouvelles délinquances sérieuses. Et cette fois-ci, on a les prêts auto en bleu foncé, on a les prêts sur les cartes de crédit en bleu clair, les prêts hypothécaires en jaune et les prêts étudiants en rose. Si on se concentre depuis 2020, il y a tout qui augmente. Regardez. Et puis je vous parle pas du coup des prêts étudiants qui ont explosé à la hausse. Mais la tendance générale est que les gens n'arrivent pas à rembourser leurs prêts. Petit rappel, si on se concentre un petit peu dans le passé et qu'on regarde quand est-ce qu'il y a eu ce genre d'événement, eh ben ça remonte au subprime. Je vous laisserai analyser l'histoire pour voir ce qui s'est passé juste après. Dernière image au sujet de la confiance du consommateur, est-ce qu'elle s'améliore ou elle se détériore? Et ben voilà, en 2020, bon, il y a eu un gros crack forcément à cause du Covid. Ensuite, par là, ça devait être 2021-2022, ça a à nouveau baissé, puis ça a réaugmenté, et là, nouvelle grosse baisse. Les consommateurs perdent confiance, et en général, lorsqu'on a une perte de confiance, on consomme moins. Et si on consomme moins, l'économie, elle va comment? Elle va moins bien. Ici en bleu, vous avez un petit récap. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Moi, j'avance avec la vidéo. Avant-dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le financement de l'intelligence artificielle avec des capex massifs. Tout d'abord, on a Meta qui finance à hauteur de 27 milliards des data centers et infrastructures d'intelligence artificielle. Ensuite, on a Oracle qui finance pour 38 milliards l'expansion de capacité cloud et traitement massif. Maintenant, face à ça, les géants de l'intelligence artificielle, ils soulèvent des montages de dettes colossaux pour financer les data centers et ses capex. Cette soif de capex, elle dope l'écosystème économique. Mais attention, ces besoins de financement, ils restent quand même dans un contexte de taux restrictifs. Les taux, ils sont élevés, donc forcément, si on lève de la dette sur des taux élevés, on doit rembourser avec beaucoup d'intérêt. Ici, globalement, sur cette image, on voit l'émission de dette liée à des data centers aux États-Unis qui explose. Si on regarde la tendance entre 2022 et 2025, l'explosion d'émissions de dette, elle est incroyable. On est passé de presque, on va dire, 2 milliards de dettes à aujourd'hui au-dessus de 25 milliards. Et ça vous montre à quel point les entreprises technologiques actuelles, donc ces top 5, top 7, elles accumulent massivement de la dette. La question c'est, est-ce qu'on va avoir un retour sur cette dette? Est-ce que ça va être positif? Ah, on le verra dans le futur. Dernière image à ce sujet, les emprunts pour financer les dépenses liées aux data centers d'intelligence artificielle. À nouveau, regardez la courbe entre 2022 et 2025, elle a explosé. À nouveau, je vais pas tout vous répéter, mais ça vous montre la tendance actuelle. On aborde ensemble la dernière slide avec l'or et les matières premières et on finira par un plan d'action. L'or brille intensément. Les flux d'or restent puissants avec plus 8,2 milliards d'inflows
en octobre. L'Asie et notamment l'Inde sont un des moteurs de cette hausse de l'or. Parce que comme on va le voir, on a des afflux records vers des ETF de l'or et puis l'asset under management de l'Inde, il dépasse les 10 milliards de dollars pour le mois de septembre. Du côté des métaux industriels, on pourrait voir en 2026 un déficit sur le cuivre avec un risque de pénurie plus sévère en plus de 20 ans selon Morgan Stanley. La croissance de production plus lente poussera le marché en déficit structurel. Ici, on a une image avec les différents flux sur les ETF de l'or et le prix de l'or. Ici, on a une échelle avec le prix de l'or et ici, on a une échelle avec les flux concernant les ETF d'or. Ce que vous pouvez voir, c'est que pour le mois d'octobre, l'Europe, elle a massivement vendu de l'or. Mais par contre, l'Amérique du Nord et l'Asie, elles ont massivement acheté de l'or. Par contre, en septembre, c'était toutes ces régions qui achetaient massivement de l'or et le prix du coup, forcément, il a augmenté. On peut juste se dire que l'Europe, elle a pris des profits tout simplement. Mais par contre, les autres régions que j'ai énumérées, elles ont continué d'acheter de l'or. Donc d'un point de vue fondamental, tout laisse à penser que le prix de l'or, il va continuer d'augmenter. Et puis surtout, regardez en 2025 l'intérêt qu'il y a sur l'or par rapport aux autres années. Regardez ici comme les histogrammes, ils sont bien plus élevés qu'ici. On continue avec les inflows, donc les entrées d'argent de l'Inde sur les ETF du gold. Regardez en 2025 comme l'Inde, elle a acheté massivement de l'or. Sachez qu'en 2025, il y a pour plus d'achats d'or que sur 2024, 2023, 2022, 2021 combinés. Et je pense presque même 2020 en plus. Mais pas sûr. À nouveau, ça vous montre l'intérêt qu'ont certains pays pour l'or. Avant-dernier point, je voulais vous montrer qu'on pourrait avoir une pénurie sur le cuivre d'ici les prochaines années. Selon Morgan Stanley, regardez le déficit comme il pourrait évoluer à la hausse pour 2026, 2027 et jusqu'à 2030. Ça doit être lié notamment à la hausse de l'intelligence artificielle, mais je peux pas vous prouver ce que je vous dis. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le silver, donc l'argent. Il nous fait des bougies vertes mensuelles consécutives avec un record de bougies. C'était peut-être pas clair, mais on a 7 bougies consécutives mensuelles dans le vert. C'est un record historique sur l'argent. À nouveau ici, entouré juste en bleu, vous avez un récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Venons-en maintenant à comment se positionner sur les marchés actuels. La stratégie que je peux vous proposer, c'est la stratégie barbell. Cette stratégie, qu'est-ce qu'elle nous dit ? En A, elle nous dit de se positionner sur des actifs risqués. Et puis en B, se positionner sur des actifs non risqués pour avoir un réel contraste. Donc forcément, pour tout ce qui est actif, si vous devez posséder des actions, allez sur la tech. Parce que la tech, elle marche en ce moment, on peut que se positionner sur ce qui marche au final. Par contre, à l'inverse, pensez également à vous positionner sur des actifs non risqués tels que le cash ou les matières premières qu'on a vues ensemble. Ayez en ce moment une idée plutôt défensive du marché. Je pense que c'est très important de garder du cash de côté ou alors tout simplement des T-bills, des obligations américaines à courte durée qui pourraient vous protéger de tout ce qui peut se passer sur les marchés actions. Des fois, il vaut mieux rater la dernière impulsion mais éviter un crack de 80% derrière. Pensez aussi aux déclencheurs clés qu'on pourrait avoir dans le futur. On a bien sûr l'évolution du shutdown, mais également l'évolution de ces tarifs dividendes de Trump. Faites attention aussi à la trajectoire des délinquances et des taux. Parce qu'une augmentation de ces délinquances et de ces taux, ça pourrait faire peur aux investisseurs. Ici, comme d'hab, vous avez un petit récap écrit. Je vous laisse mettre pause si vous voulez le lire parce que là, on arrive à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, pensez à me dire en commentaire si vous kiffez le format de ces nouvelles vidéos. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao!